Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de lecture. Aujourd'hui, mois de février, nous allons revoir Le Rouge et le Noir de Stendhal et le tome 1 des Légendes oubliées d'Émilie Loyer, donc Les Amazones. Les Légendes oubliées est un livre auto-édité, écrit par Émilie Loyer. C'est un livre de fantasy qui est paru en 2016. C'est le premier livre, ici, d'une saga de 4 tomes. Résumé du livre. Lorsqu'un groupe de femmes, appelé par le commun des mortels Amazones, attaque des convois de vivres, James Arthura, prince d'un royaume torturé par la cupidité de son voisin, ne s'en soucie pas vraiment. Mais lorsque ces mêmes femmes s'en prennent au bateau chargé des plus beaux cadeaux destinés à sa future promise, là, c'en est assez. Afin de retrouver la trace de ces femmes, il va devoir comprendre leur objectif. Mais la réalité du devoir le rappelle à l'ordre. La guerre fait rage et de vieilles connaissances refont surface. Sa future promise doit être l'équilibre de son esprit et de sa vie. Mais il devra vite se rendre à l'évidence. Il ne pourra allier ses propres volontés, les différents destins croisés et une rencontre qui reste inévitable. Mon propre résumé, les Amazones sévissent dans le secteur et le roi doit arrêter leurs agissements. Au cours d'une enquête, il apprend beaucoup à leur sujet, à commencer par leur passé sombre qui aujourd'hui les pousse à se cacher des hommes. Peu à peu, on apprend que tout est lié à la situation géopolitique du pays voisin et qu'une guerre est inéluctable. Mais une alliance avec les Amazones est de mise. On est globalement sur un livre qui est très agréable à lire. Les caractères sont assez gros, la pagination est assez grande pour être assez confortable. Les personnages sont très intéressants quant à eux, parce qu'on a des personnages qui sont décrits par le regard de leurs confrères, de leurs consoeurs, des personnes qui sont autour d'eux. Donc, un personnage n'est présenté que par la façon dont les autres le perçoivent. Par exemple, Franck va voir tel personnage particulièrement intelligent, et une autre personne va voir ce même personnage particulièrement beau. C'est vraiment deux façons de décrire, enfin une façon différente par personnage, et c'est très intéressant parce que du coup ça nous permet d'en apprendre beaucoup sur le personnage et de vraiment le nuancer en se disant oui mais ça c'est ce que pense un tel, et du coup on sait que c'est pas forcément objectif. Certains personnages sont très attachants d'ailleurs, hein. Et très rapidement, on a les tenants et les aboutissants qui sont révélés. À un rythme qui est quand même assez idéal. C'est pas on te lance tout le lore dans la gueule en mode tiens mange ton digestion de lore. Non, non, c'est beaucoup plus léger et ça vient au fur et à mesure de l'œuvre et ça vient vraiment rythmer l'œuvre. Néanmoins, j'ai un petit bémol à donner, c'est que pour moi, l'histoire d'amour, elle est trop prenante. J'ai vraiment perçu le tome 1 comme est-ce qu'on part sur une histoire d'amour ou est-ce qu'on part sur une problématique de géopolitique qu'on essaye de régler. Donc, on perd le désir de vengeance des Amazones pour qu'elles deviennent amoureuses, tout simplement. Et pour moi, cette perte de désir de vengeance, elle se fait beaucoup trop vite. Et de la même façon, le personnage principal, il guérit de ses traumatismes très très vite, comme s'il ne lui était rien arrivé ou comme si c'était plutôt pas grave. C'est un peu contradictoire avec le fait que le tout début du livre, enfin le tout début, la première partie du livre nous le dépeint comme véritablement un moment très traumatisant de sa vie. On a énormément de passages qui nous disent que le personnage le vit très mal, elle fait des cauchemars, elle se sent mal à l'aise, il va y avoir beaucoup de choses, et d'un seul coup, son love interest d'enfance revient et pouf, tout ça s'est envolé. C'est un peu la sensation que j'ai eue en tout cas. Dernier point, mais pas des moindres, la fin du livre, la fin du tome 1 a été un peu brusque. Je suis restée sur ma faim, j'ai lu la dernière page et j'ai fait... Et maintenant ? En fait, le livre se finit sur
rien à proprement parler. C'est un peu bizarre à dire, hein, bien entendu, mais globalement, le livre se finit en mode bah ils vont dormir. On n'a pas de truc résolu. On a rien de résolu à la fin du premier tome. Le seul point qu'on a à la fin du premier tome, c'est que tout le monde a Ken. Du coup, j'étais vraiment en mode quoi? C'est quoi cette fin? Au secours? Alors, en ce qui concerne les qualités et les défauts de l'œuvre, j'en ai déjà parlé, mais j'aime beaucoup ce côté de description à travers le point de vue des personnages. Le fait que le personnage féminin, le personnage principal féminin, soit présenté par le point de vue de sa sœur, de ses frères, de ses sœurs d'armes, qu'elle soit présentée par le point de vue de son ami d'enfance, de son précepteur, et ben je trouve que c'est super intéressant parce que elle est jamais décrite de la même façon et elle est toujours décrite d'une façon différente dans le sens où on lui apporte des choses différentes et on lui apporte un caractère, un physique plus détaillé à chaque fois. Je trouve ça vraiment super intéressant et super original. Ensuite, les personnages sont attachants et cohérents. Mais là encore, ça vient du fait que comme ils sont décrits par le point de vue des autres, bah ils sont décrits d'un point de vue humain. Donc les deux qualités vont ensemble parce que c'est lié, c'est vraiment dans ce même esprit. Ensuite, c'est un livre qui est vraiment agréable à lire. Je veux dire, moi je l'ai lu en pleine formation en anglais. Il n'y a pas de problème à le lire, c'est quelque chose qui est très abordable. Une histoire qui n'est pas très compliquée. Globalement, tout est plutôt bien. Et il reste quand même prenant. Donc franchement, c'est un livre assez frais à lire et assez agréable. Maintenant, ce qui concerne les défauts de l'œuvre, moi j'ai pas aimé la fin du tome 1. Parce que la fin du tome 1, c'est littéralement, on finit sur rien, et si tu veux la suite, eh ben, t'achètes le tome 2. Donc je pense qu'il manque un truc à la fin de ce premier tome, ou alors que ce premier tome a été trop loin. Je saurais pas me décider, je le déciderai sûrement quand je lirai le tome 2, mais pour moi, il y a quelque chose de bancal, c'est-à-dire que ça a presque fini en mode cliffhanger, en mode à suivre. Super, mais non. À l'aide, non, je veux pas... C'est pas un livre où le tome 1 se suffit à lui-même. Ou alors il faudrait partir du principe que le tome 1, bah, le désir de vengeance, bah, on le guérit et on l'écoute pas. Et ça là-dessus, je suis un peu perplexe. En second défaut, j'ai noté le fait que on ait une histoire d'amour et que cette histoire d'amour, elle prend le pas sur ce désir de vengeance. C'est... comment dire ? On se retrouve littéralement avec la première partie du livre où on nous fait comprendre que là, il faut absolument qu'on règle le problème avec le dirigeant du pays voisin. Et la partie 2, c'est oh là là, on se tourne autour, mais on n'ose pas s'embrasser. Mais moi, je m'en fous. Moi, je suis venue pour des problèmes de méchants rois voisins et de baston. Je suis pas venue pour les regarder se tourner autour. Donc là-dessus, forcément, c'est probablement juste mon point de vue, hein, bien entendu. On va passer à la note pour Les légendes oubliées d'Émilie Loyer. J'ai donné la note de 4 sur 5. C'est une lecture qui m'a plu, même si sur la fin j'ai un peu ralenti, avec l'aspect un peu lourdingue amoureux. Mais le gros bémol que je lui donnerais, c'est vraiment la fin qui est un peu brusque pour moi et qui m'a frustrée. Je vous présente, ou représente, Le Rouge et le Noir de Stendhal. Le mien a bien vécu, puisque je l'ai acheté d'occasion, à une époque où j'avais à le lire pour le bac de français.
autant vous dire qu'il a une paire d'années. Le Rouge et le Noir de Stendhal a été publié en 1830. C'est un roman d'apprentissage, et ici on est sur une édition de livre de poche. Alors, pour les gens qui ne le savent pas, on va faire une petite aparté sur qu'est-ce que c'est qu'un roman d'apprentissage. C'est un roman qui va permettre de suivre le cheminement d'un héros qui atteint progressivement l'idéal de l'homme accompli et cultivé. Et pour cela, il va faire l'expérience de grands événements de l'existence, c'est-à-dire des étapes de la vie du type la mort, l'amour, la haine, etc., etc. Donc c'est un roman où on va suivre un personnage principal qui va découvrir ce que c'est que la vie, finalement. Le résumé du Rouge et le Noir de Stendhal. En 1827, dans une église, un jeune homme tire à bout portant sur la femme qu'il aime, dont il a élevé les enfants. Stendhal veut passionner ses lecteurs. Il s'inspire d'un fait divers. Son héros, Julien Sorel, est aussi un fils d'artisan renié par sa famille parce qu'il lit. Toute sa famille, il se sentira exclu. Séminariste vêtu de noir, il rêve de pourpre et de gloire napoléonienne. Le précepteur, fier de son savoir, il n'est que domestique, un pauvre dans un monde de riches. Aimé à la folie par Madame de Rênal et par Mathilde de la Mole, il oublie de laisser parler son cœur. Tenir leurs mains ne lui sera pas une joie, mais un devoir à accomplir. Ce roman psychologique, le plus grand du XIXe siècle, fut mal accueilli. Quelle satire, en effet, par ces petites phrases cruelles du mariage de convenance, de la bourgeoisie provinciale, de l'aristocratie parisienne. Quelle révolte contre une église de caste, quel mépris pour la politique sans idéal de la restauration. C'est obscur, hein. Julien est fils de charpentier en province. Il ambitionne de faire fortune et d'obtenir une gloire comme Napoléon, son idole. Il va commencer comme précepteur pour Monsieur et Madame de Rênal, et bientôt, son ambition va osciller entre le rouge militaire, le noir ecclésiastique et le cœur des femmes qu'il aime. C'est un roman qui est très complexe, parce que le contexte historique de la parution de l'écriture et des événements du roman sont très importants pour comprendre la source des ambitions, la source des ennuis et la source des questionnements du personnage principal, donc de Julien. On va suivre toute sa psychologie au fur et à mesure qu'il découvre le monde. Il sera très longtemps, et même à travers tout le livre, il ne sera que haine, il sera que méprise, et il ne sera que devoir. Et malgré tout, peu à peu, il tend à s'attendrir pour faire preuve d'un peu plus de patience, un peu plus de tendresse, mais souvent quand c'est le cas, il se ressaisit et se dit « Oh là non, c'est un devoir, machin, tout ça », bon, voilà, c'est compliqué. Donc, comme je disais, Julien, qui n'est que haine et mépris, va peu à peu apprendre ce que c'est que la tendresse et la patience, même si globalement, tout restera un devoir. On a aussi beaucoup de passages qui sont très très longs, notamment le passage du séminaire. Le séminaire, c'est un passage long, lent, et il se passe pas grand chose. L'arrivée chez les de la Mole a aussi été très long. Le livre, il apporte une véritable réflexion sur la société de l'époque, sur la politique de l'époque, comment faire fortune, comment obtenir de la gloire, et on se rend compte que Julien, il se questionne sur sa position sociale, sur la capacité des gens qui l'entourent, et notamment sur le fait que les gens qui l'entourent l'apprécient à sa juste valeur ou pas. On a véritablement un chemin de pensée qui nous fait comprendre que Julien n'est pas fait pour vivre, entre guillemets, dans son époque, dans le sens où il réfléchit trop pour être un bon prêtre, il réfléchit trop pour être un bon précepteur, il est trop au devant pour être un bon guerrier, un bon général, et globalement il n'arrive pas à trouver sa place à cause de ça.
Et autour de lui, il sent qu'il y a en permanence de la cupidité, en permanence de l'hypocrisie, et en permanence des jeux de pouvoir. Donc je sais pas à quel point c'était réaliste pour l'époque, je suppose que ça l'était quand même un peu. Hein. En première qualité, c'est lié au type de roman, bien entendu. On est sur un roman d'apprentissage, alors forcément, on va avoir du character development. Le personnage de Julien évolue au fur et à mesure de l'œuvre, bien entendu, il grandit, en quelque sorte, en termes de comportement. Il apprend, et il utilise ce qu'il apprend. C'est pas le seul personnage, pourtant, qui évolue. On a des évolutions de Madame de Rênal, au fur et à mesure qu'elle développe ses sentiments pour lui. On a le développement de Mathilde de la Mole au fur et à mesure qu'elle développe des sentiments pour lui. Et on a des développements de personnages autour qui vont aussi un peu évoluer en fonction de ce qu'il se passe. Et ça, c'est assez intéressant. Oui, le personnage de Julien se développe et est très intéressant. Tout au long de l'histoire, il se développe et il s'adapte à son environnement, en fait. C'est un peu un caméléon, puisque quand il est précepteur, il se fait très très bien à cette vie. Il va développer son histoire avec Madame de Rênal et c'est assez touchant. Ensuite, il va arriver au séminaire un peu par la force des choses. Là, il va devoir oublier tout ce qu'il a appris et découvrir que tout ce qu'il pensait être bien est en fait mal, et il doit apprendre à faire l'inverse. Et quand il quitte le séminaire, il doit réapprendre à quelque chose de beaucoup plus ambigu et de beaucoup plus hypocrite pour survivre, entre guillemets, puisqu'à Paris, c'est beaucoup plus dangereux, sociétalement parlant, de mal agir. Ensuite, en deuxième qualité, on a une critique sociétale qui est très importante. C'est lié à ce que je viens de dire comme exemple. Mais on a quand même un personnage qui évolue dans une société complexe. Il n'a pas le droit d'être fan de Napoléon. Il n'a pas le droit Pardon. Julien est sans cesse confronté à des interdictions sociales. Ce ne sont pas des interdictions légales, ce sont des éléments de société qui font qu'il n'a pas le droit. Et qui fait qu'il serait très mal vu. On est sur un personnage qui est dans une époque où faire carrière, c'est possible dans deux voies différentes. Et il va essayer ces deux voies différentes. Et il va se confronter aux difficultés qui sont liées à ces deux voies. Et ces difficultés-là sont très bien mises en avant dans la critique sociétale. Ensuite, en ce qui concerne les défauts de l'œuvre, on a tout le passage du séminaire qui est lourd, très très lourd. C'est important dans le développement de Julien, c'est important dans l'explication de son personnage et pour le préparer à aller à Paris. Néanmoins, c'est très long, c'est très lent et c'est globalement c'est quelque chose d'un peu complexe dans le sens où c'est purement humain, il est rejeté et il doit apprendre à contrer sa nature. Et globalement, ça peut pas être amené sans qu'on répète pas mal de choses plusieurs fois. Donc, le passage du séminaire m'a pas plu. Et ensuite, en deuxième défaut, j'ai noté Julien. C'est-à-dire, parce que bon, Julien en tant qu'amoureux, ça va. Attention, pas en tant qu'amoureux de Mathilde. Non, en tant qu'amoureux de Madame de Rênal. Parce que Julien amoureux de Mathilde n'est pas le même. Il n'agit pas de la même façon. Là où Julien est un défaut, c'est que Julien prend tout comme un combat. Quand il est précepteur, il séduit Madame de Rênal parce qu'il veut se confronter à Monsieur de Rênal. Il veut se confronter à Madame de Rênal, à sa capacité de séduction.
Quand il est au séminaire, il se confronte aux autres séminaristes. Quand il est chez les de la Mole, il veut se confronter à Mathilde, il veut se confronter à ses rivaux d'amour, il veut se confronter au père de Mathilde qui est son employeur. Il est toujours en train de se battre contre quelqu'un ou quelque chose. Je l'ai aussi trouvé pas mal antipathique, justement parce que pour lui, tout étant un combat pour la gloire, je trouvais ça vraiment... je trouvais que ça le rendait vraiment antipathique. Et, bien entendu, Julien, c'est pas un personnage qui aime. C'est un personnage qui aime être aimé. Donc, il n'aime pas Madame de Rênal et Mathilde. Il aime comment les deux femmes le perçoivent. Il aime comment les deux femmes l'aiment. C'est un peu spécial dit comme ça, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai eu à la lecture. Pour Le Rouge et le Noir de Stendhal, j'ai mis la note de 3 sur 5. C'est un livre qui est c'est un livre qui est très connu, évidemment, qui est très intéressant à lire quand on a le contexte historique, et je précise bien quand on a le contexte historique. Mais ça reste un livre qui est peu abordable, à mon sens. Il est assez complexe, il est assez lourd, il est assez dense. Néanmoins, il y a quand même des passages agréables, comme justement tout le passage avec Madame de Rênal, qui m'a beaucoup plu. Donc, je suis un peu mitigée sur ce livre. C'est un bon livre, mais c'est vraiment pas à conseiller à tout le monde. Bien, j'espère que cette revue de lecture vous aura plu. On se retrouve le mois prochain, et on se dit à la prochaine. Bonne lecture à tous, j'espère que je ne vous ai pas trop dégoûté. Ciao tout le monde.